mais également à Brive-la-Gaillarde, au sud-ouest ou encore à Toulouse. En fait, dans toute ville où il existe un conseil de quartier. Comme vous le savez, il existe des conseils de quartier pratiquement dans toutes les villes. L'objectif, c'est ça, c'est d'organiser des rencontres sur une base consultative. De la même façon qu'on a créé dans les années 60, vous savez, c'était le début de la démocratie participative. On créait des conseils de quartier, on créait des conseils de consultation. On faisait en sorte que les acteurs locaux, qu'ils soient politiques, économiques, culturels, puissent se rencontrer et débattre entre eux. L'association SUE, elle prolonge ce mouvement, mais en intégrant les responsables de communautés dans un même quartier. C'est cet esprit-là qui règne. Donc, de fait, l'association peut organiser des rencontres un peu partout en France, mais elle le fait aussi à l'international, car nous avons des volontaires en service civique. Et il y en a une qui est présente, on y reviendra tout à l'heure, qui est dans la salle, qui est de Rennes, qui s'appelle Clémence. Bonjour Clémence. Et qui était en Israël encore il y a peu de temps. Oui, tu peux te lever, Clémence, pour te voir. Clémence était en Israël il y a peu de temps encore, dans un lycée international de Givat Raviva, qui est un lycée qui accueille non seulement des juifs, mais aussi des arabes israéliens, et aussi des palestiniens. Et des étudiants donc, du monde entier, comme Clémence, qui peut-être parlera tout à l'heure dans le cadre de l'atelier de sa mission. Elle est revenue, comme vous savez, précipitamment, elle a été rapatriée d'Israël, compte tenu des événements qui s'y produisent, mais peut-être qu'elle y retournera quand la situation sera calmée là-bas, et on espère en tous les cas. Donc, on envoie également des volontaires à l'étranger, alors au Liban aussi, également en Azerbaïdjan, on est aussi en Égypte. Actuellement, on a 22 volontaires en service civique en Égypte, dans les lycées et les collèges catholiques du Caire et d'Alexandrie, et avec l'Institut français qui fédère, coordonne l'ensemble de ce programme, qui est un programme qui promeut la francophonie. Puis on a envoyé d'autres volontaires au Burkina Faso, au Sénégal, mais aussi en Ouganda, vous voyez, en Tunisie, beaucoup. Et donc on a une expérience de la laïcité en dehors de la France. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Alors, vous parlez de rencontres, d'échanges, de débats, de réunions interconfessionnelles, interreligieuses. Je suppose que ce n'est pas forcément toujours très simple. Quelles sont les principales réticences, les principaux obstacles que vous rencontrez, et surtout, comment vous pouvez réussir à les dépasser? Alors, les obstacles, ils sont d'abord historiques, du fait des guerres, et les communautés cultivent une certaine mémoire. Je ne dis pas un ressentiment, mais une certaine mémoire des faits et des souffrances passées entre les protestants et les catholiques. C'est ce qui a conduit à la laïcité. La laïcité s'est construite justement pour empêcher de nouvelles guerres de religion, notamment entre catholiques et protestants, mais aussi entre juifs et chrétiens, entre musulmans et juifs. Donc il y a une histoire douloureuse qui existe encore et qui est douloureusement vécue dans telle ou telle communauté. Et ça, il faut d'abord en tenir compte. Ensuite, il y a des principes. Certaines communautés veulent bien participer aux rencontres interreligieuses, mais en suivant leurs commandements. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas aller dans un lieu où il existerait des images de Dieu. Parce que dans leur interdit, on ne peut pas voir l'image de Dieu en tant que tel, Dieu n'est pas représentable. Donc, bon, c'est pas un manque de respect pour la communauté, c'est au contraire un manque c'est pas un manque de respect, c'est au contraire, je pense, une certaine forme d'estime. Ça veut dire qu'on considère que Dieu est suffisamment présent dans cette communauté pour que soi-même, on ne considère pas celui-là comme une idole, mais comme véritablement Dieu puissant, présent dans cette communauté, mais au point qu'on ne peut pas non plus ne pas obéir à son propre commandement. Donc on doit aménager des espaces pour que les uns et les autres puissent se retrouver régulièrement dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées, etc. Donc ça, c'est un second obstacle, effectivement. Le premier, c'est l'histoire. Le second, c'est les principes religieux qui parfois s'opposent les uns aux autres, donc il faut arriver à les contourner. Après, il y a toujours, évidemment, une certaine réticence, parce qu'on a certaines communautés ont peur du prosélytisme, également. Donc, et puis d'autres ont peur que leurs propres fidèles puissent mal exprimer. Par contre, tout cela, il a fallu rassurer en disant que les fidèles sont aussi capables de prendre la parole, bien évidemment, qu'ils ont une conscience aussi de leur propre foi, de la citoyenneté. Et donc, il a fallu rassurer effectivement les responsables de communauté qui, en 2005, il y a déjà 2000, la fondation de l'association SUE remonte à 2005, mais il y a 18 ans, c'était un peu compliqué de penser qu'on allait organiser des rencontres avec des non-croyants, par exemple.
certains responsables de communauté ne voulaient pas que leurs propres fidèles puissent rencontrer d'autres, de peur qu'il y ait du prosélytisme ou de peur qu'il y ait effectivement également des paroles qui soient mal interprétées. Et d'ailleurs, je note qu'à l'étranger, parfois, on trouve ces mêmes réticences. Sauf que nous, la laïcité permet, au contraire, la tenue de telles rencontres. Pourquoi? Parce que la laïcité pondère l'expression des convictions. On peut avoir des convictions très fortes, mais arriver à les exprimer de manière pondérée, de manière modérée. Et c'est pour ça que la France a un rôle à jouer, y compris dans ce laboratoire qui est l'interreligieux, que nous menons également conjointement avec les baillis. Je suis ravi de me retrouver avec Madame Dadafi à votre invitation, et je remercie au passage Loïc Gobain de sa coordination, parce que justement, on a en France, je pense, un laboratoire, on fait l'expérience de l'interreligieux, et on peut peut-être transmettre, proposer en tous les cas ce que nous vivons ailleurs, parce que ça fonctionne. Il y a des pays, on y reviendra peut-être tout à l'heure, où il n'y a pas de dialogue interreligieux parce qu'on a peur de pouvoir heurter la conviction de tel ou tel. Alors, il peut y avoir d'autres types de dialogue interreligieux, mais pas ceux-là, pas ceux qu'on organise notamment comme aujourd'hui. Voilà, et ça c'est grâce à la laïcité. On y reviendra dans quelques instants justement sur cette notion de laïcité. Hervé Levoisin, vous êtes donc le président du Centre culturel bouddhique de Rennes, le CCBR. Je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Vous avez créé dans ce centre quelque chose d'unique en France. Est-ce qu'on peut le dire vraiment? Tout à fait. D'abord, bonjour à tous. Donc, alors, le Centre culturel bouddhique de Rennes, c'est un équipement qui est implanté donc, à la périphérie de Rennes, exactement, pour celles et ceux qui connaissent la ville de Rennes, à l'Écopole Zup Sud-Est. C'est un équipement qui a la particularité, effectivement, disons, d'avoir un statut unique en tant que centre bouddhiste, je précise, puisqu'en fait, il est né d'une rencontre et d'une volonté politique. Alors, avant d'être une réalisation qui existe maintenant d'un peu plus de 10 ans, c'était d'abord une idée, un projet. À ce titre-là, je dirais que le processus qui a présidé à la création de ce centre est tout à fait emblématique du thème de cette journée, c'est-à-dire de la fraternité, de la rencontre, de la diversité surtout. En fait, quelques mots sur la genèse du centre, parce que ça me semble important quand on parle du Centre culturel bouddhique de Rennes, pour connaître un petit peu la concrétisation de ce projet. C'est une interpellation en fait d'un représentant des communautés du sud-est asiatique qui, à l'occasion de l'inauguration du centre culturel à Vicenne, s'est adressé au maire de Rennes pour lui dire voilà, vous avez fait deux structures pour les musulmans sur Rennes et les bouddhistes. Parce qu'il faut savoir quand même que Rennes est une ville d'une tradition, est une terre d'accueil pour les migrants. Il y a quelques années de cela, il y avait eu une belle exposition au Champ Libre sur les Boat People, en présence des représentants des communautés du sud-est asiatique, avec des témoignages très émouvants, très intenses sur leur exil. Et donc il y a eu une interpellation, et la réponse du maire de Rennes, qui était Edmond Hervé à l'époque, et j'ai vraiment une pensée chaleureuse pour lui, a dit chiche, allez-y, faites un projet. Et il y a un collectif qui s'est créé, donc à partir des représentants des différentes communautés du sud-est asiatique. Et nous avons, nous, en tant que pratiquants bouddhistes de souche européenne, nous avons été conviés autour de table. Donc autour de table, parce que ce qu'il faut savoir qu'il y avait les communautés du sud-est asiatique, et il y avait également des associations représentant différents courants bouddhistes, avec des pratiquants européens qui existaient sur la ville de Rennes. Mais il n'y avait pas de dialogue entre eux, il n'y avait pas de lien entre eux. C'était un petit peu, je veux dire, pour illustrer un petit peu votre propos. Et en fait, donc nous avons créé un collectif. Et ce collectif a travaillé, je dirais, pendant presque 6-7 ans sur le projet. Chacun a
travailler à partir de ses propres représentations, de ses propres besoins. Et c'est à partir de là qu'est né le Centre culturel bouddhique de Rennes. Alors d'abord, c'est une association, hein, c'est une association donc, qui représente des associations qui représentent différents courants bouddhistes. Alors, il y a les bouddhistes qui émanent des différentes communautés du Sud-Est asiatique présentes sur la ville de Rennes, mais également des associations donc, bouddhistes d'origine, enfin, représentées par des pratiquants européens. Et donc, cette association donc, a travaillé pour réfléchir au fonctionnement du centre. Et nous avons donc, au terme de notre projet, nous avons donc signé une convention avec la ville de Rennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Rennes est propriétaire de l'équipement et l'association Centre culturel bouddhique de Rennes est gestionnaire de cette structure. Voilà, donc depuis maintenant 12 ans, c'est une structure qui fonctionne à partir d'une équipe de bénévoles, essentiellement de bénévoles, avec quelques prestataires qui gravitent autour de cette structure, en lien avec les services techniques de la ville de Rennes. Et nous pratiquons, alors les associations adhérentes, ils proposent leurs propres pratiques, et l'association Centre culturel bouddhique de Rennes propose une offre d'activités et de pratiques assez large. Alors, on ne va pas parler seulement que du bouddhisme en tant que pratique religieuse, mais aussi, on peut aussi parler de valeurs bouddhiques, de culture bouddhique, voilà, et également, on va dire, des pratiques qui s'inspirent des philosophies orientales, comme le yoga, le tai chi, le qigong. Voilà, donc c'est un éventail assez large de pratiques, ouvertes à tous les publics, sans discrimination. Voilà, donc ça c'est vraiment, que ce soit les gens du quartier ou les personnes pratiquantes, qui pratiquent le bouddhisme ou qui pratiquent des arts donc, issus des philosophies orientales. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport à cette structure. Alors, on s'est inséré dans le parcours des lieux de culte proposés aux enfants et aux jeunes, puisqu'en fait, donc, dans le cadre de la découverte, la connaissance du fait religieux au niveau des écoles, on propose aux enfants un parcours d'un lieu de culte. Et à ce titre-là, on a une petite expérience, on commence un petit peu à capitaliser un peu autour de ces accueils. Et également, voilà, c'est un lieu qui est aussi partie prenante dans le dialogue interreligieux au sein de la ville de Rennes, puisqu'on a fait partie de Amitié entre les religions, mais on a également été conviés par différentes lieux de culte ou différentes confessions religieuses pour s'exprimer sur des thèmes comme l'écologie, la fin de vie. Voilà, donc... Alors sur l'aspect vis-à-vis des jeunes, ce que vous faites, on y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment notre sujet central aujourd'hui. Thierry Merle, vous êtes le fondateur de Thierrien. Donc vous allez bien dire, vous allez me dire pourquoi, vous êtes le majordome de Thierrien. Alors, vous allez d'abord nous dire ce que c'est Thierrien, est-ce que c'est un rêve, une utopie que vous essayez de concrétiser, ou est-ce que c'est encore autre chose? Dites-nous ce que c'est Thierrien. C'est pas mal, l'utopie. Alors que j'essaye de concrétiser, il y a juste le jeu qui ne me convient pas trop. Il y a l'image qui me venait tout à l'heure en voyant. Pour moi, le Thierrien, c'est effectivement une idée qui a germé dans mon esprit il y a quelques années, suite à une formation sur les transformations sociétales, sur ce qui se passe. Et la question à la fin, c'est « Et toi, où tu es, avec qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire ?» Alors moi, cherchant à partir de mon histoire, en fin de carrière, qu'est-ce que je peux faire? Et puis j'ai inventé un peu ce processus-là. Alors, l'image qui me venait, c'était comme si c'était, alors je sais pas la longue histoire de mes voisins, comme si c'était un petit bébé que j'avais envie de vous confier. Et vraiment, mon message, c'est Thierrien, ça deviendra ce que vous en ferez.
si vous acceptez de rejoindre l'aventure, de participer à des rencontres. Parce que moi, mon état d'esprit pour l'instant, c'est j'ai une image de quelque chose qui était peut-être faisable, mais je ne sais pas. Et donc je vais expérimenter dans les mois qui viennent des rencontres entre citoyens. Alors par rapport au thème de cet après-midi, ce qui venait aussi, c'est que je suis un peu l'inculte de service, puisque je ne représente pas un culte. Et ce qui me semble intéressant, c'est que les gens qui se rencontrent, que ces espaces-là de rencontre, c'est un tiers-lien, donc du lien, et pas un lieu particulier. On parle beaucoup de tiers-lieux comme espace de rencontre interculturel, culturel, etc. Et moi, je me dis que tiers-lien, c'est un peu ça, mais sans lieu dédié, pour que ça puisse se passer un petit peu n'importe où. Il y a aux États-Unis, il y a des gens qui font ça, ils appellent les living room conversations, ils font ça dans les salons, les gens s'invitent les uns chez les autres pour pouvoir se parler. Moi, je cherche des endroits où atterrir, celui-ci en est un, pour effectivement faire des rencontres de personne à personne. Et peut-être la différence, je ne sais pas si c'est une différence, mais peut-être qu'on en reparlera. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que les gens se rencontrent vraiment en tant que personnes, avec qui sont toute leur histoire, leurs croyances ou leurs non-croyances, mais qui ne soient pas là comme représentants de quelque chose. S'il y a un poissonnier dans le groupe, il n'est pas représentant de la communauté des poissonniers de France, quoi. Mais il a sa propre histoire. Et ce qui m'intéressait, c'est de créer un cadre dans lequel les personnes puissent se parler de leur vie, de ce qui les chagrine, de ce qui les émeut, ce qui les réjouisse, juste pour se rendre compte que le citoyen du quartier d'à côté ou de la porte d'à côté, il n'est pas aussi étranger qu'on veut bien le croire, qu'on se l'imagine. Voilà, c'est comment faire baisser un petit peu les barrières dans les représentations que nous avons les uns des autres pour nous rencontrer en tant qu'humains, tout simplement. Donc je pense que j'ai eu la chance. Alors, Loïc a eu l'amabilité, je faisais de la distribution de tracts sur un marché il y a quelques temps, il est passé à côté, il a vu ça, il me dit, mais oui, c'est très bien. Voilà, donc merci à Loïc pour avoir pris la balle au bon et m'avoir invité ici. Mais alors concrètement, comment ça se passe? Comment vous provoquez ces rencontres? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous dites? Avec qui ça se passe? Il n'y a pas que le poissonnier, je suppose. Alors, mon rêve, puisque je suis là pour partager mon